Avant de vous présenter la synthèse sur le changement climatique et la hausse du niveau des mers, à la fois à l'échelle globale et à l'échelle régionale, je ferai quelques rappels d'éléments de contexte sur les côtes qui permettent de bien comprendre pourquoi les côtes sont vraiment exposées à ces phénomènes climatiques et d'élévation du niveau des mers. Alors, tout d'abord, comme vous le savez tous, les zones côtières sont des régions avec des enjeux économiques et écologiques très importants. En effet, ces zones présentent des fortes densités de population, une urbanisation également très forte, des activités portuaires, industrielles et touristiques. Plus de 50% de la population mondiale vit dans les zones côtières à moins de 100 km du rivage, comme on peut le voir sur cette carte mondiale en rouge. Les villes côtières présentent également un taux d'urbanisation généralement supérieur à la moyenne mondiale. En France, 7 millions à peu près, approximativement, 7 millions de personnes vivent sur les côtes et la densité de population est 2,5 fois supérieure à la moyenne nationale, de même que le taux d'artificialisation du littoral est 2,5 fois supérieur à la moyenne nationale. Ces zones sont des zones très complexes. Pourquoi ? Parce qu'elles interagissent de nombreux phénomènes. L'élévation du niveau de la mer, bien évidemment, dans le cadre du changement climatique, mais pas seulement. La marée, la houle, les submersions de tempêtes, mais également les précipitations abondantes et les crues des rivières littorales. Tout ceci fait que ces zones sont très sensibles aux phénomènes d'inondation, mais également au recul du trait de côte. Des chiffres circulent dans certaines études qui indiquent que, par exemple, en Europe, approximativement 75% environ du trait de côte régresse significativement et parfois rapidement. En France, comme on peut le voir sur ce document, depuis 1900 à peu près, eh bien, on s'aperçoit que les personnes vivent de plus en plus près des côtes, tandis que le recul progresse. Bien évidemment, ceci entraîne des problèmes de sécurité pour les biens et les personnes, des dommages avec des coûts économiques considérables. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la synthèse sur le changement climatique et ses impacts. Alors, à l'échelle du globe, même s'il y a des incertitudes, on a une vision quand même relativement synthétique grâce aux travaux du GIEC, on en a parlé. En revanche, quand on se place à l'échelle régionale, quand on veut travailler par exemple sur un fleuve, sur un système côtier, un estuaire, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une vue exhaustive pour un certain nombre de raisons qui sont listées ici. Il y a de nombreuses études sur le changement climatique, mais soit sur une région, un système donné, sur un thème donné, des paramètres donnés. Donc tout ça fait que les comparaisons entre systèmes sont difficiles. Les méthodes qui sont utilisées aussi peuvent être différentes. Les échelles spatiales peuvent être différentes, si bien que là aussi, les comparaisons sont difficiles. La réflexion, elle est menée actuellement. Il y a pléthore d'études qui ne sont pas toujours facilement accessibles. Et puis, bien évidemment, les systèmes côtiers, les hydrosystèmes, c'est des zones anthropisées. Donc il est souvent très difficile de faire la part entre ce qui relève du climat, du changement climatique, et la part de l'homme. Et puis, j'attire votre attention aussi, quand on veut travailler sur les liens entre le climat et l'évolution d'un système ou d'un paramètre, il faut des données. Et on a l'habitude de dire que la durée d'enregistrement doit être au minimum de 30 ans. Donc on a très peu finalement de données enregistrées depuis 30 ans à des fréquences fines. Alors, je vais commencer bien évidemment par le premier paramètre qui est généralement montré, c'est-à-dire les températures atmosphériques. Donc les travaux synthétisés par le GIEC montrent que 1880 à 2012, on a bien évidemment une élévation de la température moyenne du globe qui serait aux alentours de 0,8 degrés Celsius. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ce n'est pas un phénomène linéaire, puisque le réchauffement commence à partir des années 1910. On a une première phase de réchauffement, puis une phase de stabilité, et une deuxième phase de réchauffement à partir des années 70. Si on regarde maintenant, c'est ce qui me paraît plus intéressant même qu'une moyenne, c'est comment ça se positionne à l'échelle du globe. Eh bien, on constate que le système sera toujours le même. Les couleurs chaudes, jaunes et rouges sont des valeurs fortes, donc en élévation. Eh bien, ici, on constate que finalement, il y a à l'exception de quelques rares zones où on a du refroidissement, on est bien évidemment vraiment dans des phases de réchauffement qui peuvent être importantes depuis 1901, puisqu'on est sur quelques dixièmes de degrés pour certaines régions, jusqu'à plus de 2 degrés Celsius. Les projections maintenant, les projections à l'horizon 2100, quel que soit, on utilise
différents modèles, et quel que soit le modèle, eh bien, si on prend la moyenne de ces modèles, à l'horizon 2100, on est sur des élévations entre plus 1 et plus 4 degrés Celsius. Si on regarde maintenant le positionnement à l'échelle du globe, eh bien, que l'on prenne un modèle optimiste ou pessimiste, vous voyez qu'on a cette fois-ci toutes les zones en réchauffement, avec des réchauffements sur le modèle pessimiste qui peut aller à plus de 10 degrés, hein, suivant certaines régions. Le deuxième paramètre qui est très analysé, ce sont les précipitations. Donc les précipitations, si on prend une moyenne mondiale, on est sur une élévation de 3%. Là encore, c'est une moyenne. Ce qui est davantage intéressant pour moi, c'est qu'on a, quand on compare ces deux cartes, eh bien, on s'aperçoit qu'on a une augmentation dans les données de la disparité spatiale entre régions, puisqu'on voit une augmentation des précipitations dans les régions de moyenne et haute latitude et dans les zones équatoriales, tandis qu'on a une diminution dans les zones méditerranéennes et les zones tropicales sèches. Une projection, là encore, des précipitations en Europe, on retrouve le même constat, une augmentation du contraste saisonnier et une augmentation du contraste entre pays. Vous voyez ici, en bleu, une augmentation, a priori, les modèles indiquent une augmentation l'hiver des précipitations sur l'Europe du Nord, tandis qu'on aurait une diminution sur l'Europe du Sud. Si on s'intéresse maintenant aux événements extrêmes, alors vous allez voir, c'est beaucoup plus compliqué. Alors pour ce qui est des sécheresses, tout d'abord, la fréquence des vagues de chaleur a augmenté sur une grande partie de l'Europe, de l'Asie et de l'Australie. Là, il y a des certitudes. En revanche, quand on s'intéresse à la fréquence ou l'intensité des épisodes de fortes précipitations, on a plus d'incertitudes. Ça aurait probablement augmenté dans les régions de latitude moyenne, comme l'Amérique du Nord et l'Europe, et dans les régions tropicales. Pour ce qui est de l'activité des cyclones tropicaux intenses, là, vraiment beaucoup d'incertitudes, même s'il semble qu'elle ait augmenté dans l'Atlantique Nord et dans le Pacifique Nord-Ouest. Enfin, pour ce qui est des tempêtes en France, on ne trouve pas d'évolution statistiquement significative à l'augmentation. La conséquence, je ne vais pas balayer, on n'a pas le temps, toutes les conséquences, bien évidemment, on va s'intéresser à l'élévation du niveau marin. Alors, l'élévation du niveau marin, c'est lié à deux phénomènes. Il faut avoir en tête que ces deux phénomènes, on parle beaucoup de la fonte des glaciers, mais ce n'est pas seulement la fonte des glaciers, c'est également la dilatation thermique du volume de l'eau océanique. Quand on chauffe de l'eau, elle prend davantage de volume. À l'échelle globale, la vitesse moyenne d'élévation du niveau des mers de 1901 à 2010, c'est environ 20 cm. Et que ce soit les mesures satellitaires ou sur le in situ, elles concordent. Alors, ce chiffre moyen, il cache, comme toute moyenne, des disparités. Quand on regarde une carte, là encore, du globe et de l'élévation du niveau moyen des mers réalisée avec le satellite Topex, on voit qu'il y a beaucoup de rouge et beaucoup de jaune, donc effectivement, ce qui domine, c'est l'élévation. Mais vous voyez, il y a des zones en bleu. Et les zones en bleu, c'est une stabilité, voire une légère diminution. Et donc, suivant les endroits, l'océan Indien, vous voyez, un fort contraste, et sur le Pacifique également, un fort contraste. Donc attention à ce que cache une moyenne. Alors les projections, là aussi, quel que soit le modèle utilisé, les modèles indiquent une élévation du niveau des mers. Et si on prend l'ensemble des modèles avec les fourchettes, on est avec une grande incertitude, vous voyez, puisqu'on est sur des élévations à l'horizon 2100 entre 26 cm et 1 mètre. Alors, on parlait d'aggravation tout à l'heure, et effectivement, quand on compare les deux rapports sur les projections, celui de 2014 et celui de 2007 du GIEC, vous voyez, en 2007, les projections indiquaient entre 18 et 42 cm. Et maintenant, on est sur du 26 à même jusqu'à 1 mètre. Je vais maintenant aller vers présenter la synthèse à l'échelle régionale. Donc à l'échelle régionale, on va surtout regarder l'exemple de la Seine et de son estuaire, puisqu'il y a eu des études de fait sur l'estuaire de Seine et sur le littoral de Haute-Normandie. Et je vais synthétiser ce qui a été réalisé dans plusieurs programmes, dont le réseau, les programmes Sénaval, et donc 4 études. Alors, le projet Rexis mené par Paris a permis de montrer sur les températures, vous voyez les courbes de couleur, elles parlent d'elles-mêmes, on a bien une élévation de température et d'ici 2100, on aurait jusqu'à plus 2 à plus 4 degrés Celsius sur le bassin de la Seine et de la Somme.
Et sur ce document, on voit que quel que soit le mois, que ce soit février ou le mois d'août, on est en réchauffement a priori dans les modèles. Si on prend les températures maximales annuelles, là aussi, on voit, quel que soit le modèle optimiste ou pessimiste, on a de plus en plus de couleurs chaudes, jaune et rouge, donc on est sur des augmentations à l'échelle du territoire sur ces températures maximales annuelles. Les précipitations maintenant. Les précipitations, là aussi, toutes les couleurs, c'est les différents modèles. On voit une tendance à la diminution. Quand on cumule et qu'on fait une moyenne sur l'ensemble de ces modèles, on est sur une diminution de l'ordre de moins 12%, avec une baisse importante et systématique l'été. En revanche, pour l'hiver, il y a une incertitude sur les modèles. Certains modèles indiquent une légère diminution et d'autres une légère augmentation. Donc ça se traduit par une persistance plus importante des épisodes de sec et donc de sécheresse. Les conséquences sur notre ressource en eau, à la fois la Seine, le débit de la Seine dans l'estuaire et la piézométrie de la nappe de la Craie, qui est notre réserve d'eau potable. Tous les modèles qui ont été utilisés concordent vers une diminution du débit de la Seine. Alors en moyenne, sur l'ensemble des modèles, on aurait une diminution de l'ordre de 26% et ces débits diminueraient essentiellement l'été. Pour ce qui est de la nappe, donc qui est la principale source du débit de la Seine, du débit de base de la Seine, eh bien, la figure parle d'elle-même également. On voit une très forte diminution de la recharge des aquifères de l'ordre de moins 2700 millions de mètres cubes, donc le chiffre ne parle pas forcément. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le même ordre de grandeur que les prélèvements actuels sur le bassin de la Seine. Pour l'élévation du niveau de la mer, maintenant. Alors, l'élévation du niveau de la mer, c'est assez difficile régionalement parce qu'on dispose de quelques marées graves, des marées graves qui sont dans des zones portuaires, donc des zones abritées. Néanmoins, quand on prend par exemple le marée grave du Havre, on voit une tendance statistiquement significative à l'augmentation avec une élévation depuis 1938 qui serait de l'ordre de plus 1,8 mm par an. Vous voyez que sur Dieppe, on a aussi une tendance à l'élévation, mais on n'a pas placé de tendance, puisque vous voyez, il y a un petit souci ici, il y a des lacunes dans les données. Alors, un travail qui a été réalisé dans le cadre du programme Sénaval, qui a été de dire, pour donner une image, attention, je reviendrai, c'est on place dans l'estuaire de Seine une élévation d'1 mètre du niveau marin, 60 cm d'élévation et 40 cm de surcote, et on regarde les zones qui seraient potentiellement inondées. Donc vous avez ici les zones en eau actuelles, et effectivement, quand on place 1 mètre, on a énormément, toutes les zones humides sont inondées. Alors attention, prudence. Prudence, ce n'est qu'une image. Ce n'est qu'une image parce qu'on prend une élévation d'1 mètre et on la place sur un relief, sur un modèle numérique de terrain. Donc ça ne tient pas du tout compte des interactions entre les stocks d'eau, entre ce qui se passe entre la mer, les fleuves, les affluents et les eaux souterraines. C'est une image à prendre avec beaucoup de précautions, mais au moins, elle a le mérite d'apporter une réflexion, éventuellement sur les zones à protéger ou non, et sur les zones, les actions de restauration à mener ou non. Voilà. Alors, les conséquences sur le littoral, bien évidemment, il y a les inondations. Il y a aussi l'évolution des zones en sédimentation et les zones en érosion, et notamment le recul du trait de côte. Alors, ce qui est difficile quand on veut se projeter justement sur ces phénomènes, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a plusieurs processus et phénomènes à prendre en compte. Il y a bien évidemment l'élévation du niveau de la mer dans le cadre du changement climatique, mais il y a aussi il y a une conjonction avec les grandes marées, les submersions de tempêtes, les précipitations abondantes, et tout ça fait que c'est vraiment difficile de se projeter. D'ailleurs, quand vous voulez faire un scénario sur l'élévation du niveau de la mer, qu'est-ce qu'on prend comme chiffre? Est-ce qu'on prend les tendances observées dans les mesures, 18-30 cm, qui est une valeur minimale, ou est-ce qu'on prend la valeur moyenne du GIEC, 50 cm, qui était la valeur haute il y a encore quelques années, ou est-ce qu'on prend 80 cm à 1 mètre, les valeurs hautes du GIEC? Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut faire les trois, faut faire les trois scénarios au moins. Et puis, quand on veut coupler justement avec les tempêtes, les précipitations, là aussi, comme je vous ai dit, il n'y a pas de tendance statistiquement significative à l'augmentation. C'est difficile également de se projeter. Enfin, une dernière conséquence qu'il ne faut pas négliger, c'est la salinisation des aquifères côtiers.
parce que on peut, à un moment donné, avoir une inversion du gradient hydraulique, c'est-à-dire du sens d'écoulement, avec une intrusion marine dans les aquifères côtiers et une salinisation des eaux. Mais là aussi, pour essayer de mieux comprendre ce qui pourrait se produire, il faut tester plusieurs scénarios, croisant l'élévation du niveau de la mer, mais également la consommation humaine qui peut jouer, si elle est importante, sur cette inversion du gradient hydraulique. En conclusion, eh bien, les synthèses qui ont été réalisées sur le changement climatique, elles mettent en avant que même s'il existe des différences dans la variabilité, c'est-à-dire le type et le degré de l'impact du changement climatique sur les hydrosystèmes et le littoral, bien évidemment en fonction des régions étudiées et des outils, toutes ces études sont en accord, ça a été dit, sur le principe qu'il existe un changement climatique. On le voit dans l'élévation des températures et on le voit dans l'augmentation des contrastes des précipitations. Et que ce changement climatique a et aura des conséquences importantes sur le fonctionnement des hydrosystèmes, du littoral et des écosystèmes en général. On l'a vu ici également, régionalement, on le voit avec le débit de la Seine et l'évolution des ressources en eau souterraine. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'on a un certain nombre de difficultés parce qu'il existe de nombreuses incertitudes à l'échelle globale et surtout à l'échelle régionale et locale sur l'estimation des vitesses, des rythmes, des tendances évolutives du niveau de la mer et du changement climatique et des incertitudes sur l'impact de ces forçages sur les littoraux et comment ils vont évoluer. Donc, pour essayer de limiter et lever ces incertitudes, parce que c'est des incertitudes qui se répercuteront bien évidemment sur les prises de décision politique, il est important de mettre en place des stratégies de suivi de ces forçages, mais également, bien évidemment, des stratégies de suivi des littoraux, puisqu'il est important de coupler les deux. Ceci pour améliorer la connaissance fondamentale, mais cette connaissance est au service des questions de société si on veut aller vers justement une bonne gestion des risques naturels sur ces espaces. Je vous remercie.